Mesdames et messieurs, vous regardez Africa Today Télévision. Merci de nous préférer pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. La semaine du numérique se tient cette année du 19 au 22 avril prochain à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Le thème retenu pour cette deuxième édition est la connexion dans les villes africaines. Comme la précédente, cette édition aussi est organisée par le ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique en partenariat avec l'Agence de la promotion des investissements privés APIP en abrégé. Soirée Bouakar pour le compte rendu. Cette deuxième édition de la semaine numérique se veut être l'événement de référence du monde numérique et digital en République de Guinée. Contrairement à la première édition, la seconde ne se tiendra pas au mois de mai qui coïncide à la célébration de la journée mondiale de la télécommunication, mais plutôt au mois d'avril. Un décalage motivé pour le temps de permettre l'identification et la préparation des talents nationaux devant participer au sommet Transform Africa qui se tiendra du 10 au 12 mai à Kigali dans le cadre de Smart Africa. Au cours de cette semaine numérique qui débute le 19 avril prochain, l'essentiel du travail consiste à dénicher des potentialités dans le domaine numérique. Il s'agit d'un travail, d'une semaine au cours de laquelle nous faisons un travail. Et au cours de ce travail, nous identifions les potentialités des entreprises, des hommes et des femmes qui excellent dans les différents domaines socio-économiques à travers l'application des technologies de l'information et de la communication. Il ne s'agit pas de discours, il s'agit d'un plan d'action, il s'agit d'un programme, il s'agit d'éléments concrets à l'issue desquels il y aura des résultats concrets. Après ce repérage, les personnes ou les entreprises retenues représenteront la Guinée au Rwanda. Une alliance d'ailleurs où notre pays a la lourde tâche de piloter le volet de l'interconnectivité dans tous les pays africains. Et lors de ce sommet, plusieurs programmes sont à l'ordre du jour. Il sera question de discuter de villes intelligentes. Il sera question de discuter d'applications au service des collectivités rurales, au service des collectivités décentralisées, au service des différents secteurs socio-économiques. Il sera également l'occasion de découvrir des jeunes africains à travers des concours, des compétitions sur plusieurs secteurs. À l'issue de ce sommet, les autorités guinéennes disent compter sur les start-up du pays pour rafler des prix et des trophées, mais aussi et surtout se créer de nouvelles opportunités d'affaires dans l'écosystème des NTIC. Compte rendu signé Soirée Bouakar, le président de la NGC Nouvelle Génération pour le Changement, Kerno Mamadouba, était ce lundi dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire, ici même à Conakry. L'ancien journaliste est reproché de diffamation et de chantage contre l'homme d'affaires Kerfa la personne Kamara KPC. Après un long interrogatoire avec les officiers de la police judiciaire, son avocat considère que le contenu du dossier est vide de sens. On l'écoute au micro de Aminata Touré et Saloum Kondé. Il a rejeté en bloc ces informations, ces accusations qui ne lui ressemblent pas. Et il a voulu prodiguer un conseil, il a voulu sauvegarder des relations d'antan et finalement ce sont bien faits qui se retournent contre lui. L'audition s'est passée dans de très bonnes conditions. Je pense que nous sommes en train d'avancer dans la construction de l'état de droit. Il a été assisté, il s'est expliqué, on a tenu compte de ses explications et en tant que son conseil, je peux bien vous dire que c'est un dossier qui est vide. C'est une cabale judiciaire et les enquêtes menées nous révéleront. Nous poursuivrons l'affaire. En principe, c'est lui qui devait porter plainte parce que c'est lui qui a été diffamé, c'est lui qui a été calomnié, c'est lui qui a été jeté en pâture, mais on s'est précipité, on a pris le devant parce qu'on se croit à une certaine loge, on croit qu'on peut ravager, on peut massacrer, on peut broyer tout ce qu'on trouve sur le chemin.
Autre chose dans cette édition d'information, les bavures des forces de sécurité se multiplient à l'endroit des journalistes du groupe SGI Média. Après 2 autres confrères de cette même structure, il y a de cela une semaine, c'est l'animateur de l'émission District 16 qui a été à son tour victime d'agression ce dimanche 19 mars 2017 par un gendarme à l'escadron mobile numéro 3 de Matam. La victime explique les circonstances de son agression dans ce décryptage de Salou Yombuno. L'escadron mobile numéro 3 de Matam, c'est là que des bandits de grand chemin et autres hors-la-loi sont présentés aux ondes de médias. Et c'est également ici que l'on ignore de plus l'importance de ces journalistes qui vulgarisent le travail des services de sécurité. À tort ou à raison, difficile en tout cas de faire la distinction entre le traitement affligé à un journaliste qui n'est pas en désaccord avec la loi et celui accordé à un autre citoyen qui la viole. C'est en tout cas ce que nous laissent croire les explications de l'animateur de l'émission District 16, Mamadou Taslima Diallo alias Williams Campbell, victime d'agression de la part d'un gendarme appelé affectueusement Marcus dans l'enceinte de ce même escadron mobile numéro 3 de Matam. Je rentrais chez moi à la maison à la carrière. Arrivé au niveau de l'escadron mobile numéro 3, du coup un gendarme m'a appelé. J'ai fait demi-tour, j'étais sur ma moto. Et arrivé sur le lieu, le gars me dit, la fois dernière lors de la récente manifestation, tu nous avais insulté dans le pick-up. Carrément, je lui dis, je suis désolé mon frère, moi je ne suis pas un enfant de la rue. Par contre, je suis journaliste, voici mon badge. Je viens même de la radio, voilà donc Chéri FM. Il dit non, qu'il n'en est pas question, d'ailleurs descend de la moto. C'est le deuxième cas d'agression à l'encontre des journalistes du groupe SGI Média. 2 confrères de ce même organe de presse avaient subi le même sort de la part des militaires il y a juste une semaine et ne souhaite en parler. L'animateur, lui, compte aller jusqu'au bout. Il entend déposer une plainte auprès des autorités sécuritaires avant de saisir la justice. Entre-temps, il y a un colonel qui vient, il dit, même si tu as raison, mais tu n'as pas le droit quand même de crier comme ça. En principe, tu n'étais pas dans l'exercice de ton métier. Il a donné l'instruction à ses subordonnés de me foutre en prison. Heureusement, il y avait un autre gendarme du nom de Benjamin qui a dit, écoutez, je connais ce dernier, il est animateur à la radio Chéri FM. Vraiment, je ne pense pas si toutefois lui, il peut se comporter comme ça. Et ils m'ont mis en garde à vue. En plus, le gars m'avait giflé devant le colonel. L'on s'interroge ainsi où vont les enseignements reçus dans le cadre de la réforme des services de défense et de sécurité. Loin d'ignorer les efforts fournis par les autorités dans ce sens, il faut cependant reconnaître que des agents de défense et de sécurité restent encore des brebis galeuses au sein de l'armée. Tout comme au régime précédent, le respect de la hiérarchie pour ces brebis ne se limite qu'aux mots. Leur comportement devant cette dernière en dit tout autre. Restons avec les hommes de médias pour parler de cette structure qui a officiellement lancé ses activités ce lundi à Conakry, composée pour ce début des journalistes de la presse privée. Cette organisation de la presse guinéenne veut se battre pour l'amélioration des conditions de travail des hommes de médias dans leurs rédactions respectives. Le compte rendu est signé Alcéni Diallo. Nombreux sont des hommes de médias aujourd'hui qui travaillent dans des conditions déplorables, notamment le manque d'équipement et de formation des journalistes. C'est pour donc pallier à cette situation que l'ONG Aide aux médias voit jour. Nous avons mis en place cette ONG Aide aux médias de Guinée suite à 2 constats. Premièrement, dans la plupart des organes de presse, nous avons constaté qu'il y a ce manque d'équipement. Et deuxièmement, les capacités des journalistes ne sont pas renforcées. La plupart des journalistes sont en manque de formation, mais quel que soit aussi le professionnalisme d'un journalisme, quelles que soient ses compétences, il y aura toujours besoin de renforcement des capacités. C'est partant de ces constats qu'on a mis en place cette ONG, premièrement pour former les journalistes et deuxièmement pour équiper aussi les organes de presse à travers les reporters. Pour atteindre leur objectif, les membres de cette structure entendent bien s'appuyer sur différentes stratégies. On a défini des stratégies de mobilisation d'abord des ressources humaines. On va aller avec des journalistes compétents de la place pour nous accompagner dans le cadre de la formation des journalistes. Mais aussi l'autre aspect, nous passons essentiellement par des activités culturelles, artistiques, sportives et culturelles pour mobiliser les ressources,
former et équiper les journalistes. L'autre aspect, nous montons des projets, nous allons vers les partenaires techniques et financiers pour nous accompagner dans le cadre de la formation et de l'équipement des journalistes guinéens. Du constat dans le paysage, plusieurs structures naissent et disparaissent dans le pays après seulement quelques mois d'existence. Et pour le chargé de communication de l'Urtelgui, l'ONG Aide aux médias de Guinée devrait faire exception. On a vu des associations qui peuvent naître aujourd'hui, après une semaine ça disparaît, après un mois ça disparaît. On peut voir des associations qui sont entre les 4 murs, c'est entre 2 personnes, c'est dans le sac, il n'y a pas de bureau. Battez-vous d'abord à avoir un siège, c'est important, parce que ça y va aussi de la crédibilité. Vous ne pouvez pas partir vers un bailleur pour lui dire que vous existez, que vous êtes une association, alors que vous n'avez pas un siège. Et ensuite, je pense qu'il est question de penser tout de suite à monter des projets, aller vers ceux qui sont en tout cas disposés et qui sont prêts à vous aider. Quelqu'un le disait souvent, il n'y a pas de raison qu'un projet bien monté, bancable, ne puisse trouver un financement. Au lancement de ces activités, l'ONG Aide aux médias de Guinée a invité les journalistes guinéens à œuvrer pour le rayonnement de cette organisation, et cela à travers une synergie d'action de toute la corporation. Ensemble pour une Guinée citoyenne, c'est avec ce slogan que la structure humanitaire La Tabala a organisé ce dimanche une manifestation sportive entre les jeunes de Yimbaya dans la commune de Matoto. Les activités de La Tabala ont pour but de faire la promotion de la paix et celle de la santé de la population guinéenne, notamment la jeunesse. Diao Bachir était là, voici son compte rendu. En réunissant les jeunes de Yimbaya dans la commune de Matoto autour du ballon, la structure Tabala espère créer l'émulation et la cohésion au sein de cette force vive. Selon son président, Dr Abdoulaye Kaba, l'objectif est surtout d'avoir une jeunesse saine et plus citoyenne. Tous les membres de l'ONG La Tabala se sont inscrits dans un dynamisme, c'est-à-dire la promotion de la paix et de la santé. Donc, qui parle de la promotion de la santé et de la paix doit au moins interpeller la conscience de toutes les personnes de bonne volonté. Donc, nous sommes là, on appelle les personnes de bonne volonté, d'ONG qui s'occupent des questions de paix et de fraternité, de nous venir en aide pour que l'initiative qu'on a prise continue à œuvrer dans un dynamisme réel. La promotion de la paix et de la santé constitue donc le cheval de bataille de la structure Tabala. Et dans la poursuite de cette dynamique, la coordinatrice générale envisage d'élargir le champ d'action au profit de tous les autres jeunes du pays. Nous allons évoluer encore dans d'autres communes et pourquoi pas même entre les différentes préfectures de la Guinée, vraiment pour montrer que les jeunes ont les mêmes soucis, ils doivent évoluer ensemble et doivent se battre ensemble pour atteindre leurs objectifs. Fier de constater une participation féminine dans cette manifestation sportive dédiée à la promotion de la paix, Dr Mariam Beavogi compte donc œuvrer davantage pour le respect du genre dans les prochaines activités. Nous ferons en sorte que à chaque activité de la Tabala, que le genre soit respecté. Je suis très fier de ces jeunes filles, et je les félicite et je les encourage, et en tout cas je vous fais la promesse que nous ne laisserons pas les filles ou bien les femmes derrière. La structure humanitaire Tabala envisage d'organiser dans un futur proche le prix de l'excellence des médecins en République de Guinée. La Fédération guinéenne du cyclisme a procédé ce lundi au lancement d'une session de formation des formateurs en cyclisme au comité olympique et sportif guinéen. Cet exercice vise à renforcer les capacités de ces encadreurs et améliorer le niveau des pratiquants de cette discipline en Guinée. Cette activité regroupe plusieurs entraîneurs venant de l'intérieur du pays et de la zone spéciale de Conakry. Li Mariam Bailo. C'est un stage de formation à la fois théorique et pratique planifié pour une semaine de cours. Pendant cette période, plusieurs thématiques seront développées, notamment la sécurité, la nutrition, la programmation et l'antidopage. Cette première partie ne concerne que le niveau 1 et 2 des encadreurs et pratiquants de ce sport. David Egertwiller, expert de l'Union du cyclisme international, explique l'objectif de la formation. La semaine va être constituée d'un niveau 1 ou niveau 2, tout dépend du niveau des athlètes. On va faire quelques petits tests pour pouvoir un petit peu savoir qui, quoi, comment, ou qui sera capable de faire niveau 1, niveau 2.
Et le but de la fin de la semaine, c'est que tout plein d'entraîneurs ont acquis une certaine connaissance. Voilà. Pour la présidente de la fédération, Andja Aminata Mara, elle demande aux participants de prendre au sérieux cette séance de formation pour le rayonnement de la discipline en Guinée. À la ponctualité, à la régularité et à la participation effective afin de tirer de meilleurs profits de ce stage. Le présent stage vous donnera les plus utiles nécessaires pour former à votre tour beaucoup d'autres pratiquants à travers le pays. À son tour, le représentant du département des sports a mis un accent particulier sur la restitution des acquis à la nouvelle génération pour une large diffusion. Ce n'est pas une formation auquel vous profitez de per diem ou de transport, mais vous allez restituer aux jeunes, aux pratiquants, et vous allez mobiliser les jeunes à adhérer convenablement à la pratique pour vous permettre de sortir dans l'improvisation, avoir un programme et travailler dans un temps, trouver les moyens. L'improvisation n'arrange pas. C'est une formation assurée par un expert suisse et au terme, les participants repartiront chacun avec un diplôme de niveau 1 et 2 des entraîneurs du cyclisme qui sont en quête de la performance. Restons toujours dans le contexte sportif pour dire que la Guinée s'active dans les préparatifs de la 3e édition du championnat d'Afrique de karaté des juniors et espoirs prévu du 22 au 26 mars à Conakry. Un tournoi qui connaîtra la participation de plusieurs pays de la CEDEAO et plus la Mauritanie. C'est une initiative de la Fédération guinéenne de karaté et des arts martiaux affinitaire en partenariat avec le ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. Le compte rendu est signé Moussa Sefa Kamara. Nous, on a dit que c'est un ministère de football. Seulement le football, les autres fédérations étaient laissées pour compte. À quelques jours de cette compétition continentale, voilà la situation des combattants guinéens. Plus de 50 apprenants et encadreurs compressés dans une salle restreinte pour suivre les entraînements. Un local qui date de l'époque coloniale. À présent, elle ne répond plus aux besoins ni les attentes de nombreux Guinéens qui désirent de faire carrière dans cette discipline. Mori Kondé, un ancien pratiquant, verse son venin face à la dérive du ministère de tutelle. Regardez nos athlètes comme ils sont, vraiment c'est pas bien. Alors que nous sommes tous Guinéens, vous devrez vraiment faire face à ça lors de vos différents conseils. Dites que le karaté existe, que le karaté peut faire quelque chose pour cette nation et que le ministère n'a qu'à faire face à ces athlètes qui souffrent, qui n'ont pas de transport pour venir ici. À peine ils se retournent, ils n'ont pas de quoi manger. Malgré ces conditions difficiles pour les apprenants, Anne-Marie Kalivogui se dit prête à relever le défi pour son pays. Donc si tu as le cœur, tu peux faire tout. Donc en tout cas moi j'ai ce cœur. N'importe quelle partie que je parle, il faut que je me bats pour gagner médaille d'or et amener dans mon pays. Le président de la Fédération guinéenne de karaté reconnaît tout de même la vétusté du local et compte sur les autorités pour la construction d'une salle d'entraînement digne de nom. Cette inquiétude est dissipée par la présence du ministre tout de suite. C'est lui qui a fait le constat et nous la vivons déjà cette situation. Et Inch'Allah, après ce championnat, après la Tikazone, vous allez voir remonter la nouvelle salle à partir de la Hope, puisque cette salle déjà elle existe depuis 1962. Avec une capacité de 20 à 25 personnes. Aujourd'hui, nous avons tous les soirs 300 à 400 personnes qui s'entraînent là. Ce n'est pas adapté. Le ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique, Siaka Bari, a apprécié les encadreurs pour le travail abattu et la volonté de faire en sorte que le karaté soit au centre des préoccupations des autorités. Il a aussi demandé aux représentants guinéens d'être persévérants dans les différents combats face aux adversaires étrangers. Malgré les difficultés ambiantes, vous arrivez petit à petit aujourd'hui à sortir le sport guinéen de l'ornière. Vous avez la lourde responsabilité de défendre le tricolore national guinéen, le rouge, jaune, vert. Le karaté est l'une des rares disciplines qui est pratiquée dans la quasi-totalité du pays, mais le manque d'infrastructures et d'équipements nécessaires empêche son rayonnement. Il y a bien 11 candidats pour l'élection présidentielle en France, mais seuls 5 d'entre eux participeront au débat de ce soir. C'est le choix qu'a fait TF1 pour ce débat inédit. C'est la première fois d'ailleurs que les candidats à la présidentielle acceptent de se rencontrer, j'allais dire, avant le premier tour. Regardez.
Priorité numéro 1 pour Marine Le Pen et François Fillon, faire oublier les affaires et parler enfin de leur programme, car jusqu'ici, les débats de fond ont été quasi occultés. Désormais, toutes les questions qui relèvent de la justice et qui me seront posées par les journalistes, c'est mon avocat. Développer leur programme, c'est aussi ce que vont tenter de faire Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Peu audibles ces dernières semaines, ils ont tous les deux mis un coup d'accélérateur à leur campagne ce week-end avec de grands rassemblements à Paris. Nous sommes venus ici de partout proposer à notre peuple de mettre fin à la monarchie présidentielle. Si je porte le flambeau de la gauche, c'est pour rallumer d'abord la flamme de la République. Le débat de ce soir sera aussi l'occasion de voir si les deux candidats vont s'opposer frontalement pour gagner la bataille du leadership à gauche. Pour Emmanuel Macron, c'est le débat de tous les risques. Très bien placé dans les sondages, il pourrait être la cible à abattre. Jamais passé par la case primaire, ce sera son premier débat. Les 5 candidats seront sur ce plateau pendant 2h30 et ils devront convaincre à tout prix, car selon les derniers sondages, 4 électeurs sur 10 sont encore indécis. Restons toujours en France pour dire qu'on en sait un peu plus sur l'assaillant qui s'en est pris à une militaire samedi à l'aéroport d'Orly. Les analystes toxicologues ont parlé qu'il avait consommé ce jour-là beaucoup d'alcool et de stupéfiants. De quoi se poser des questions sur sa radicalité et ses motivations. Suivez. Au moment de l'agression, Zied Ben Belgassem est ivre, sous l'emprise de drogue. L'autopsie révèle qu'il avait consommé l'équivalent d'une demi-bouteille de whisky, du cannabis et de la cocaïne. Cet état second devait-il le galvaniser lors de son acte terroriste? Ou explique-t-il une fuite en avant incontrôlable? Son avocate peine à croire à une préméditation de son attaque. J'avais vraiment la volonté, moi ce que j'avais pu sentir chez lui, c'est cette volonté d'arrêter un petit peu, de tourner la page sur son passé délictuel et de mener une vie normale. Tourner la page sur un passé de braqueur multirécidiviste. Il habitait seul ici, à Garges-les-Gonesse, après avoir été libéré en 2016. À son casier, 9 condamnations. À 22 ans déjà, il braquait des bureaux de poste de banlieue parisienne pour de tout petits butins. Lors de la perquisition de son domicile, les enquêteurs ont retrouvé une machette. Sa seule autre arme, le pistolet à grenaille avec lequel il tire samedi sur un policier, puis ouvre le feu dans ce bar qu'il connaît bien. Ce matin-là, il enchaîne les violences. Il se rend à Orly et cible sans hésitation la militaire d'une patrouille sentinelle. En 1h30, il y a une sorte de fuite en avant avec une accélération dans un processus de plus en plus destructeur qui va visiblement crescendo. Lorsqu'on le voit effectivement attraper cette militaire, on sent qu'il est effectivement décidé à aller jusqu'au bout. Au militaire, il déclare « Je suis là pour mourir par Allah ». Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Aucune complicité n'a été établie pour le moment. Parlons à présent de cette contre-offensive du régime syrien après l'attaque spectaculaire lancée hier par les rebelles djihadistes dans l'est de Damas. D'intenses bombardements sont signalés depuis le début de la journée. Les insurgés du quartier de Jobar ont tenté hier de se rapprocher du cœur de la capitale syrienne. Suivez. Des nuages de fumée au-dessus des quartiers est de Damas, des zones bombardées par l'armée syrienne. Réplique à une attaque surprise des rebelles. Selon la télévision d'État, ce sont les djihadistes de Fateh el-Sham, l'ancienne branche Al-Qaïda dans le pays, et leurs alliés qui ont lancé une offensive éclair. Ils sont d'abord partis du quartier de Jobar en direction du centre-ville. Plusieurs attaques auraient été lancées. 2 voitures piégées et plusieurs kamikazes. Ce n'est pas une escarmouche, c'est une tentative de gagner du terrain. Les combattants se sont ensuite dirigés vers le secteur de Kaboun dans la soirée. Le but, relier Jobar à ce quartier de la ville pour créer un nouveau front et soulager les insurgés du nord de Damas, constamment bombardés par les forces du régime. Ces combats sont une nouvelle fois la preuve que le cessez-le-feu négocié en décembre n'est pas respecté dans le pays. Le Brésil, terre de scandale, on en parle souvent dans cette affaire Petrobras.
dossier de corruption. Et c'est encore la corruption qui serait à l'origine de cette nouvelle affaire. La police a démantelé un vaste réseau de vente de viande avariée. La déflagration est-elle chez le numéro 1 mondial de viande que le chef de l'État en personne a dû monter au créneau. Suivez. Premier exportateur mondial de viande bovine et de volaille, le Brésil craint les conséquences économiques de ce scandale alimentaire. Pour tenter de rassurer les clients, le président du pays intervient en personne. Dès demain, le ministère de l'Agriculture communiquera quel pays a reçu quel produit, l'origine de ces produits, tout cela entreprise par entreprise. Les produits en question sont des lots de viande avariés, vendus à la faveur d'un système de corruption présumé. Des inspecteurs des services sanitaires auraient été soudoyés pour délivrer des certificats sans réaliser de contrôle. Après une réunion de crise avec les représentants du secteur et les ambassadeurs des pays importateurs de viande brésilienne, Michel Temer a annoncé l'accélération de l'enquête, tout en essayant de minimiser la taille du réseau incriminé. Sur 11 000 employés du ministère de l'Agriculture, seuls 33 sont sous le coup d'une enquête. Et sur les 4 837 entrepôts frigorifiques, seuls 21 seraient coupables d'irrégularités. Des substances cancérigènes auraient été utilisées pour masquer l'état de pourrissement de la viande. Mais pour les autorités, les consommateurs ne doivent pas s'inquiéter. D'un point de vue sanitaire, nous sommes rassurés. Les questions de santé soulevées ne mettent pas en danger la population et les exportations. Le scandale est aussi politique puisque les pots de vin auraient alimenté les caisses de deux partis, dont celui du président, le parti du mouvement démocrate brésilien classé au centre droit. Cette affaire intervient alors que le pays est plongé dans la pire crise économique de son histoire, envenimée par la corruption liée au marché public de la compagnie pétrolière d'État Petrobras. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Demain, vous serez en compagnie de Daouda Mohamed Kamara. Merci et portez-vous bien.